Depuis l'Elysée, nous écoutons Gabriel Attal. Forte hausse de l'incidence depuis le 30 juin qui s'accélère un peu plus chaque jour. Depuis une semaine, le nombre de nouveaux cas est reparti à la hausse, une augmentation de plus de 20% en 7 jours. Le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas détectés pour 100 000 habitants, a augmenté de 21%. Chez les 20-29 ans, le taux d'incidence a pratiquement doublé en une semaine. Cette situation est liée en France, comme dans le reste du monde, au variant Delta, qui est beaucoup plus agressif que les variants précédents et qui continue sa progression. Il concerne et représente aujourd'hui plus de 40% des contaminations dans notre pays. Et nous constatons ainsi que la part de ce variant Delta dans les contaminations en France a doublé chaque semaine depuis 3 semaines, puisqu'il y a 3 semaines, il représentait 10% des contaminations dans notre pays. La semaine dernière, je vous indiquais qu'il correspondait à 20% des contaminations. Et cette semaine, nous sommes donc à 40% des contaminations dans notre pays liées au variant Delta. En conséquence, 11 régions voient leur taux d'incidence augmenter avec des dynamiques épidémiques particulièrement fortes en PACA, en région sud, une hausse de 57% en Île-de-France, une hausse de 36,5% et en Bretagne avec une augmentation de plus d'un tiers du taux d'incidence. La situation en Île-de-France se détériore rapidement. Le taux d'incidence régional est supérieur à 30 et tous les départements présentent une hausse de l'incidence, en particulier à Paris, plus 91% sur une semaine, dans les Yvelines, plus 45%, et dans les Hauts-de-Seine, plus 40%. En France métropolitaine, l'évolution de l'épidémie ne reste favorable que dans 2 régions, la Bourgogne-Franche-Comté et les Hauts-de-France. Dans les Outre-mer, la situation reste fragile en Guyane, qui conserve le taux d'incidence le plus élevé du territoire national et où la situation hospitalière reste critique. La situation se détériore aussi nettement et très rapidement à La Réunion et surtout en Martinique. Les signaux d'alerte se multiplient et nous pourrions suivre la même trajectoire que certains de nos voisins. Les indicateurs hospitaliers continuent de s'améliorer. Nous allons probablement passer sous la barre des 1000 patients en réanimation, mais le risque d'une 4e vague rapide est là. Au Royaume-Uni, le variant Delta a désormais complètement supplanté le variant dit britannique et la hausse des cas est exponentielle. En Espagne, et plus spécifiquement en Catalogne, le taux d'incidence a explosé, atteignant 600 chez les jeunes, et de nouvelles restrictions viennent d'être mises en place. Au Portugal, de même, le variant a provoqué une accélération considérable de l'épidémie, et le pays est aujourd'hui contraint à recourir à de nouvelles restrictions, et notamment un couvre-feu dans 45 villes, dont les plus grandes agglomérations du pays. Ce variant est redoutable, il est extrêmement rapide, et partout où il sévit, il peut gâcher l'été. Dans ce contexte, le vaccin est une chance à saisir. Grâce à la vaccination massive, nous avons déjà pu lever presque toutes les restrictions qui s'étaient appliquées dans notre pays au printemps dernier. Grâce à la vaccination, nous avons une chance de maintenir au maximum le contrôle de l'épidémie. Demain dépend plus que jamais de nous et la vaccination est notre carte maîtresse pour sortir du tunnel. Il faut nous en emparer. Le vaccin est désormais accessible à tous, partout et tout le temps. Il est possible d'adapter la période entre les 2 doses. Il est possible aussi de se faire vacciner sur son lieu de vacances pour la 2e injection si on a reçu la 1re injection sur son lieu de résidence et inversement. Non seulement le vaccin est accessible, mais il est sûr. Il y a désormais dans notre pays 35 millions de témoins qui peuvent le confirmer. Nous avons désormais des mois de recul sur ce vaccin. Nous avons aussi la certitude qu'il fonctionne sur tous les vaccins, sur tous les variants, qu'il protège et qu'il freine. Je le dis à tous ceux qui hésitent encore, parlez-en à votre médecin, parlez-en à ceux autour de vous qui se sont fait vacciner. Il n'y a plus de raison de douter. La France n'est pas un pays anti-vaccin, loin de là. Plus de la moitié de la population est vaccinée. Hier encore, on a compté près de 200 000 premières injections. Il n'y a pas de fatalité à connaître le plateau de vaccination que tant d'autres pays connaissent. Mais si en France, il n'y a pas beaucoup d'anti, il y a encore trop de « j'attends ». Mais le variant n'attendra pas et il nous faut dès aujourd'hui lui couper l'herbe sous le pied. Et le vaccin, je le répète, est la carte maîtresse pour cela. L'heure est à la mobilisation générale, à la vaccination massive, que ce soit en se faisant vacciner ou en convainquant un proche de se faire vacciner. Chacun détient une part de la solution. Chacun peut prendre part à l'épreuve d'immunité collective qui nous attend cet été.
Le Premier ministre consulte, vous le savez, actuellement les différentes forces politiques, les élus et les soignants à propos de plusieurs questions relatives à cette protection, et notamment le vaccin obligatoire pour certaines professions très exposées à des personnes qui sont fragiles, l'extension du pass sanitaire ainsi que l'isolement. Le président de la République a reçu hier les partenaires sociaux et il a abordé la situation épidémique et l'épidémie de Covid-19 dans notre pays avec eux. Nous suivons très attentivement la situation épidémique et nous travaillons à tous les scénarios possibles. Et en ce sens, un conseil de défense se tiendra lundi prochain. Je le répète, il n'y a pas de fatalité. Tous les doutes peuvent être surmontés si nous écoutons et si nous convainquons tous ceux qui ne sont pas encore vaccinés. En ce début de semaine, nous avons observé une forte hausse ponctuelle des prises de rendez-vous pour une première dose. Olivier Véran a eu l'occasion de le dire, une hausse de 40% sur la journée de lundi. Il faut que cette hausse soit permanente, qu'elle soit durable, qu'elle marque le début d'une nouvelle phase de vaccination massive et tous nos efforts sont tournés en ce sens. Après la situation sanitaire, le président de la République a souhaité ce matin revenir sur notre ambition écologique, qui reste intacte, même si elle n'est pas partagée par tous, et notamment la majorité sénatoriale. Comme nous nous y étions engagés, nous avons repris les propositions de la Convention citoyenne pour le climat et proposé d'inscrire la protection de la planète dans l'article 1er de notre Constitution. Visiblement, ni cette proposition de la Convention citoyenne pour le climat, ni l'urgence climatique n'ont amené la majorité sénatoriale à reprendre cette proposition et elles l'ont amené au contraire à refuser tout compromis sur la question. Malheureusement, une ligne climato-sceptique bloque la réforme de la Constitution. Ce sont les mêmes qui avaient tenté de revoir à la baisse les ambitions du projet de loi climat et résilience. Ce sont les mêmes aussi qui avaient refusé de nouvelles conquêtes démocratiques en bloquant les évolutions institutionnelles que nous avons eu l'occasion de proposer. Mais je veux le dire ici, nous ne céderons pas à ceux qui croient que l'on peut se réfugier derrière des querelles sémantiques, à ceux qui pensent que la planète peut bien attendre et que l'écologie n'est qu'une question de second rang. Nous ne leur céderons rien et nous continuerons, comme nous le faisons depuis 2017, à mener corps et âme le combat de l'environnement. Nous avons inscrit des objectifs sans précédent dans la loi, notamment la neutralité carbone à horizon 2050. Et nous ne nous contentons pas de l'écologie déclarative, nous avons fermé les centrales à charbon, lancé des plans de rénovation énergétique majeurs, augmenté considérablement le parc de voitures électriques. Notre action recouvre une écologie concrète, volontariste, ambitieuse, de l'écologie du réel, du vrai, du progrès. Et c'est, je crois, tout le sens de la décision du Conseil d'État de la semaine dernière. Elle nous rappelle le poids des décennies d'inaction en la matière, à l'heure où le Canada approche les 50 degrés et la montée des eaux menace de nombreux archipels. Cette exigence nous guide depuis le premier jour du quinquennat. Et le recours devant le Conseil d'État, qui ne prenait pas encore compte du projet de loi climat-résilience, qui ne prenait pas compte des 30 milliards du plan de relance investis pour la transition énergétique et écologique, est un rappel. Nous devons toujours chercher à faire mieux. Nous bâtissons une société plus verte. C'est sous ce mandat qu'ont été construites 10 000 km de pistes cyclables, que nous remplaçons progressivement les voitures thermiques par les voitures électriques, qu'ont été stoppés des projets comme Notre-Dame-des-Landes ou la Montagne d'Or en Guyane. Nous agissons pour une société plus verte. Voilà, Gabriel Attal, qui défend la politique écologique du gouvernement environnemental et qui a aussi adressé un message plus alarmiste concernant la crise sanitaire. On a parfois le sentiment d'un jour sans fin. On y est un peu, les signaux d'alerte se multiplient. Je cite là Gabriel Attal qui a donné de nombreux chiffres. La part du variant Delta représente 40% des contaminations désormais et il y a des taux d'incidence en très nette progression dans un certain nombre de régions. Un variant redoutable qui peut gâcher l'été sur les questions d'obligation vaccinale, d'extension du pass sanitaire. Tout est encore possible. Et on nous donne rendez-vous à lundi prochain pour un nouveau conseil de défense. Je suis entouré d'Arlette Chabot, de Serge Julie, du docteur Ichou, que je salue. Bonjour à vous tous. Pour l'instant, Arlette Chabot, je retiens qu'on ne veut pas prendre de nouvelles mesures, qu'on ne veut pas prendre de nouvelles restrictions, tout en nous préparant à des temps de nouveau un peu difficiles. Alors, on est dans le temps de la concertation. Demain, jeudi, le Premier ministre reçoit les présidents des groupes parlementaires. Il va essayer d'obtenir un consensus sur un projet de loi qui serait discuté avant la fin du mois de juillet pour imposer la vaccination, obliger les soignants, notamment dans les EHPAD, à se faire vacciner.
premier temps. Ce soir, on sait que le ministre de la Santé reçoit les représentants des syndicats aussi de soignants pour évoquer toujours le même sujet. Donc, temps de la concertation, de la discussion, et puis ensuite... décision lundi, si j'ai bien Voilà, compris. et effectivement, il sera temps de décider et d'annoncer cette décision lundi, juste avant le 14 juillet, parce qu'après, il y a le projet de loi, il faut qu'il aille à l'Assemblée, il faut qu'il soit débattu, et ensuite, le chemin parlementaire est encore un petit peu long. Docteur Ichou, dernière étape du déconfinement, c'était il y a un mois, à peu près. On a l'impression, un mois après, de revenir en arrière de plusieurs mois. Oui, mais c'est aussi la manière dont on décrypte les choses. Parce que le virus, il est là, il était là, et des variants, on savait qu'ils existaient et qu'ils peuvent aussi de nouveau intervenir. Il peut y avoir un nouveau variant, encore un nouveau, bien entendu. Donc, en fait, la situation, il faut la voir de la manière suivante. On a un virus avec lequel il va falloir vivre, qui va varier, et on a des armes, et notamment une arme super efficace qui est le vaccin. Donc il n'y a pas d'autre stratégie, si on veut régler le problème, de vacciner et de vacciner en masse. Alors après, on se pose des questions existentielles, savoir s'il faut obliger, pas obliger. Si on ne veut pas revivre ce qu'on a vécu, et sur le plan économique et sur le plan sanitaire, il faut vacciner en masse. Pour les professionnels de santé, alors après, c'est compliqué de dire les choses, parce que je ne comprends même pas que la question se pose pour les professionnels de santé. On ne peut pas, quand on exerce la profession qu'on exerce, mettre les gens en danger quand on les soigne. Enfin, ça paraît complètement aberrant. Donc ça devrait être une obligation. Et peut-être pour le grand public, alors tactiquement, ce n'est pas l'idéal, l'obligation, mais une incitation majeure en empêchant les gens qui ne seraient pas vaccinés de pouvoir aller au restaurant, voyager, etc. Ah oui, c'est ça, jouer sur la contrainte plutôt que sur l'incitation in fine. Oui. Le vaccin, c'est notre carte maîtresse. Il l'a dit 2 fois, Gabriel Attal. Enfin, tout le monde l'a compris, ça, Serge July. Donc, Oui, mais, non. Ah bon? Non, pardon, Serge. Tout le monde ne l'a pas compris, parce qu'on voit bien dans nos confrontations tous les jours, il y a des gens qui disent « Oh ben moi, non, mais moi je suis pas malade, j'attends. » Voilà, exactement. Or, c'est une course de vitesse. Et la problématique est là, pardon. Oui, non, ce que je voulais dire, c'est l'énumération des taux d'incidence, de la multiplication du virus, ça explique ce qui s'est passé hier à l'Élysée. Pourquoi le chef de l'État était sans doute en retrait par rapport à ce qu'il avait en tête en termes de réforme. Par exemple, la réforme des retraites. Par exemple. Pourquoi? Parce que l'épidémie flambe à nouveau. Il y a un mois, on déconfinait, c'était la fête, l'été allait être formidable. Voilà, c'est reparti. Et puis la reprise économique, ça se passait formidablement bien, on avait des taux exceptionnels. Et là, paf, on est de nouveau une pandémie. Et on dit c'est une 4e vague. Le mot est effrayant déjà pour ce qu'on a vécu, compte tenu qu'on en a vécu 3. Voilà, ça permet de comprendre pourquoi Macron va déplacer la réforme des retraites. Son raisonnement, son ambition, et sans doute en septembre. On attendra maintenant septembre. Pardonnez-moi d'être plus terre à terre et de penser à mon été, à mes vacances, mais enfin, c'est ce que fait, c'est ce que font chacun des Français. On nous dit le variant peut gâcher l'été. C'est déjà fait, peut-être. Je ne sais pas. On va écouter de nouveau Gabriel Attal. Il va peut-être nous donner des précisions sur notre été. Tout simplement sur la route des vacances et qui vont aller dans ces pays-là, est-ce qu'ils vont pouvoir s'y rendre avec les mêmes règles qu'actuellement, et comment est-ce qu'ils vont pouvoir revenir en France? Est-ce que les règles risquent d'évoluer pour un retour en France? Et puis, un petit mot sur les territoires d'outre-mer qui, eux, pour l'instant, sont épargnés par ce variant Delta. Est-ce que là aussi, vous imaginez des mesures peut-être plus restrictives de contrôle pour tous les vacanciers qui vont aller dans ces territoires d'outre-mer et qui risquent d'apporter le virus? Alors, sur le premier point, premier message, c'est d'abord évidemment que partout, la vigilance s'impose. Jean-Baptiste Lemoyne, mon collègue, a eu l'occasion de le dire, vacances doivent rimer avec vigilance. Partout, quel que soit son lieu de vacances, il faut faire extrêmement attention au respect des gestes barrières, être extrêmement vigilant. Je rappelle que le variant Delta est beaucoup plus contagieux que le variant Alpha, la première souche du virus, dont le taux de reproduction était de 3. Ça veut dire que sans mesures barrières, sans vaccination, là, cette souche
faisait qu'une personne malade pouvait en moyenne contaminer 3 personnes, c'est autour de 6 pour le variant Delta. Donc on voit qu'il est beaucoup plus agressif et beaucoup plus contagieux, donc il faut faire encore plus d'efforts dans nos mesures de vigilance. Évidemment, rappeler aussi l'importance de la vaccination, ça c'est pour le premier point. Sur le second point, je rappelle qu'il y a aujourd'hui un cadre protecteur à nos frontières, évidemment avec les pays extérieurs à l'Union européenne, et notamment certains pays dits rouges, pour lesquels vous savez qu'il y a quasiment aucune possibilité de se déplacer vers la France, et lorsque c'est possible, dans quelques exceptions, une quarantaine obligatoire à domicile, contrôlée par la police et verbalisée à hauteur de 1 000 € lorsqu'elle n'est pas respectée. Et au sein de l'Union européenne est mis en place un pass sanitaire qui permet, quand on se déplace, d'attester qu'on est bien protégé par le vaccin ou qu'on a bien fait l'objet d'un dépistage négatif avec un test. Et nous allons renforcer encore les contrôles qui sont faits autour de ce pass sanitaire, notamment en travaillant avec les compagnies aériennes, puisqu'il est à constater qu'il peut arriver que ces contrôles ne soient pas pleinement appliqués. Et donc le président de la République a demandé à ce que, évidemment, nous continuions à renforcer ces contrôles. Pour le reste, je n'ai pas d'annonce à vous faire nouvelle s'agissant des frontières. Il y a, je le disais tout à l'heure, des travaux qui sont menés, des décisions qui pourront être prises et qui seront communiquées. Et je vous ai indiqué qu'il y avait un conseil de défense qui se tiendrait lundi. Oui. Bonjour, Hélène Tarzian pour Europe 1. Est-ce que le variant Epsilon, dont on parle un petit peu en ce moment, est sous surveillance par les autorités, par les scientifiques ? On surveille tous les variants qui sont signalés par les autorités scientifiques internationales, soit les variants qui sont jugés d'intérêt, soit les variants préoccupants qui ont été classés. On a pour ça augmenté, vous le savez, nos capacités de criblage et de séquençage, qui font qu'aujourd'hui, une grande majorité des tests qui sont réalisés donnent lieu à un criblage et nous permettent d'identifier les mutations constatées dans une souche virale qui a été testée sur une personne dans notre pays. Aujourd'hui, le variant qui nous préoccupe en France, comme c'est le cas d'ailleurs partout dans le monde, c'est bien le variant Delta, mais nous regardons évidemment tous les variants qui circulent avec beaucoup de vigilance. Bonjour, Julie-Marie Lecomte, France Info. Vous étudiez aujourd'hui la question de la vaccination obligatoire pour les soignants. Pourquoi attendre avant d'envisager éventuellement l'obligation vaccinale pour l'ensemble de la population, en tout cas majeure? Et réfléchissez-vous déjà dans l'hypothèse d'une quatrième vague et de la nécessité de restrictions, de cibler à l'occasion de ces restrictions le public non vacciné? Alors, sur la vaccination, on n'a jamais attendu. On a toujours fait en sorte que la vaccination puisse se déployer le plus largement possible. Et le plateau, c'est-à-dire la réduction du nombre de rendez-vous pour la première injection, nous le constatons depuis quelques semaines après un engouement massif. Il faut se souvenir des échanges qu'on avait au début de la campagne de vaccination ici, où beaucoup doutaient de l'envie et de la volonté des Français de se faire massivement vacciner. Et l'intention vaccinale n'a eu de cesse d'augmenter et nous avons aujourd'hui plus de 35 millions de Français qui ont reçu une première injection. Je ne suis pas certain à l'époque que beaucoup m'auraient cru en parlant de ces objectifs atteints en ce début d'été. Donc évidemment que le ralentissement de la vaccination, même si, encore une fois, il n'y a pas de fatalité puisque quand on s'exprime, quand on rappelle l'importance de se faire vacciner, on observe des augmentations de vaccination et de rendez-vous pour des premières injections. Je redis qu'Olivier Véran a annoncé hier qu'en début de semaine, il y avait eu une augmentation de 40%. Il faut en tenir compte, c'est beaucoup. Évidemment que ça nous fait travailler à différents scénarios. Il y a un scénario qui a été abordé, vous le savez, par le Premier ministre, par Olivier Véran, qui fait l'objet de consultations aujourd'hui, qui est celui d'une obligation de vaccination pour les soignants, pour les personnes qui sont au contact de publics particulièrement fragiles et particulièrement exposés. Là aussi, on voit qu'il y a pu y avoir une augmentation dernièrement. Je crois que s'agissant des personnels des EHPAD, en un mois, nous sommes passés de 52% des personnels ayant reçu une première injection à 60% des personnels ayant reçu une première injection. Donc ça a augmenté, mais ça n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Et tout le sens des consultations qui sont menées aujourd'hui, Olivier Véran va recevoir les organisations du secteur de la santé, le Premier ministre demain, les présidents d'associations d'élus, le président a vu hier les partenaires sociaux, vise précisément à nous faire prendre les bonnes décisions au bon moment pour que la vaccination continue à se déployer dans notre pays. Vous excluez d'imposer la vaccination à la population entière ?
Moi, vous savez, il y a une phrase que je crois le plus répétée ici dans cet échange que nous avons, c'est que j'ai appris en tant que porte-parole depuis un an, ça fait un an tout pile aujourd'hui que je suis porte-parole du gouvernement, j'ai appris à ne jamais rien exclure par principe. Mais ce qui est certain, c'est que nous avons fait, depuis le début de cette campagne de vaccination, le choix de la confiance et que ça a fonctionné. Ça a fonctionné jusqu'aujourd'hui. Il faut aujourd'hui qu'il y ait une nouvelle étape dans la campagne de vaccination massive. C'est le sens des messages que passe le Premier ministre, le ministre de la Santé, moi-même aujourd'hui. Mais évidemment, nous regardons toujours comment faire mieux. La menace d'être les seules cibles d'éventuelles nouvelles mesures de restriction, pour l'instant, vous ne la faites pas peser sur les gens qui refusent d'être vaccinés. Moi, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je rappelle que la vaccination est la carte maîtresse pour nous éviter d'avoir de nouvelles restrictions. La réalité, c'est qu'on observe autour de nous une dégradation très forte depuis plusieurs semaines, que nous avons aujourd'hui les prémices d'une reprise épidémique dans notre pays, que le taux d'incidence reste faible, beaucoup plus faible que ce que nous constatons chez nos voisins. Je citais quelques exemples, le Portugal, la Catalogne, le Royaume-Uni. On pourrait aller plus loin dans d'autres États, par exemple la Russie. Il reste plus faible, ce qui veut dire que nous avons un temps d'avance et que nous pouvons encore augmenter, déployer les efforts en direction de la vaccination. On fait beaucoup de choses, Olivier Véran le rappelait ce matin, pour l'aller vers, c'est-à-dire pour aller vers les personnes qui sont les plus éloignées, qui sont les plus isolées, avec notamment le travail de l'assurance maladie, le travail remarquable des agents de l'assurance maladie que je veux saluer, le travail remarquable des élus locaux que je veux saluer aussi, le travail remarquable des associations qui viennent en aide aux personnes en précarité. On a signé, Olivier Véran l'indiquait ce matin, je crois, 700 accords de partenariat avec des associations pour que la vaccination puisse se déployer dans le cadre de sous-populaires, qu'elle puisse se déployer au pied des immeubles, qu'elle puisse se déployer dans des lieux spécifiques dédiés qui nous permettent de toucher des personnes particulièrement fragiles. Donc il y a une mobilisation absolue, collective et totale pour accroître la part des Français vaccinés. Bonjour Monsieur le Ministre, Sami Sfaxi pour Canal+ CNews. Depuis 48 heures maintenant, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où l'on peut vous voir et entendre tenir des propos assez déplacés sur l'origine des livreurs des plateformes de restauration. C'était à l'occasion d'un concours d'éloquence des armées. Est-ce que vous comprenez l'indignation que ces propos ont pu provoquer dans la classe politique et parmi nos concitoyens? Merci beaucoup. J'ai participé, j'ai eu l'honneur d'être membre du jury du concours d'éloquence de nos armées. Il y a, je crois, plus d'un mois et demi, c'était au mois de mai dernier. Et chacun qui a pu connaître des concours d'éloquence sait que le rôle des membres du jury, c'est de poser des questions aux candidats pour les bousculer, pour tester leur capacité de répartie. C'est dans la feuille de route des membres du jury. C'est ce que j'ai fait en signalant, en soulignant le fait que l'exemple donné par ce candidat ne me semblait pas refléter la réalité sociale. J'ai entendu des commentaires qui ont été faits sur des questions culturelles ou ethniques. J'ai parlé d'une réalité sociale qui est celle des travailleurs des plateformes. J'ai pu constater à ce moment-là que le candidat en question avait une très belle capacité de répartie. Et je constate aujourd'hui que des militants d'extrême gauche, puisque ce sont eux qui ont relayé cette vidéo aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qui sont devenus des professionnels de l'indignation, s'en offusquent aujourd'hui. Et moi, je vais vous dire, je suis toujours surpris que celles et ceux qui prétendent en permanence être ceux qui défendent les plus précaires, par ce type de déclaration, finissent par invisibiliser la réalité sociale que nous connaissons chez les travailleurs des plateformes et qui nous invitent, nous, précisément, à agir pour déprécariser ces travailleurs, pour leur financer, leur donner une protection sociale et une protection juridique de qualité. Sylvie Corbet, Société de Presse. Un point de précision sur la rencontre d'Olivier Véran avec le monde de la santé cet après-midi. Vous avez parlé de consultation. Est-ce qu'on doit attendre des annonces à l'issue ou au sujet de la vaccination obligatoire des soignants? Non, c'est une série de rencontres qui s'inscrit dans le travail de consultation qui est mené plus largement en ce moment par l'exécutif. Je disais, hier, le président a vu les partenaires sociaux. Aujourd'hui, Olivier Véran voit le monde de la santé. Les présidents des groupes parlementaires de l'Assemblée et du Sénat nous ont communiqué des contributions écrites. Et demain, le Premier ministre reçoit les présidents des associations d'élus locaux. C'est donc un travail global de consultation. Plusieurs localités françaises ont commencé à faire des tombolas pour inciter les jeunes à venir se faire vacciner. Est-ce que c'est une piste qui vous paraît intéressante? Et est-ce que, par exemple, associer le secteur privé ou la grande distribution pourrait contribuer à inciter à la vaccination? Il y a, vous avez raison de le dire, beaucoup d'initiatives qui sont faites par les acteurs locaux, des collectivités locales, en lien avec les services de l'État. Évidemment, nous,
on soutient toujours toute initiative qui permet de favoriser le recours à la vaccination chez les jeunes et chez les moins jeunes. Et d'ailleurs, on les regarde beaucoup en se disant que si certaines initiatives font preuve d'une réelle efficacité sur le terrain, sur un territoire donné, évidemment qu'elles pourraient être reprises et généralisées à d'autres territoires si elles fonctionnent. D'autres pays, d'autres régions ont décidé d'autres types de restrictions sans attendre la vaccination, puisqu'elle prend quand même une dose, 2 doses, plus 2 semaines pour que ce soit complet et pour qu'un éventuel pass sanitaire puisse être appliqué. Certaines, en Espagne ou au Portugal, ils ont refermé des discothèques, par exemple, où ils ont re-rendu le masque obligatoire dans la rue. Est-ce que, au-delà des pistes qui sont sur la table, on peut envisager, puisqu'on est dans une course de vitesse avec un doublement de l'incidence du variant Delta chaque semaine, de prendre finalement des décisions de retour en arrière? Merci. Je vous ai indiqué plusieurs choses. La première chose, c'est que nous avons aujourd'hui, à date, une situation sanitaire dans notre pays qui est plus favorable que celle que nous observons chez un certain nombre de nos voisins. On peut dire que la situation s'est dégradée chez eux beaucoup plus tôt. Voilà. Et ça, c'est un premier point. Et ce que je disais à l'instant, c'est que du coup, ça nous donne un temps d'avance sur une éventuelle 4e vague qui pourrait arriver dans notre pays assez rapidement. Ce temps d'avance, il ne s'agit évidemment pas de le perdre. Il s'agit de le mettre à profit en anticipant. Je vous ai dit qu'on travaillait sur tous les scénarios qui doivent nous permettre de contraindre cette reprise épidémique dans notre pays et que c'est en ce sens qu'un conseil de défense se tiendra lundi. S'il se tient lundi, c'est parce qu'il y aura de travaux extrêmement nourris entre les ministères, avec les acteurs et les autorités de santé, d'ici à la fin de semaine, pour que les arbitrages puissent être définitivement validés à ce moment-là. Guilbert, RTL, on entend ici qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur cette vaccination, sur la reprise épidémique, d'autres questions aussi sur de futures réformes à venir. Est-ce que le président vous a fait part de sa volonté de s'exprimer devant les Français, peut-être, pour clarifier tous ces points qui se posent avant que les Français partent en vacances? Et s'il ne vous a pas fait part de cette volonté, est-ce que vous pensez que le président doit s'exprimer prochainement? Bon, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Le président s'exprimera d'ici au 14 juillet. Là-dessus, je n'ai pas de nouveauté à vous communiquer sur le calendrier, sur la date de sa prise de parole. Mais je vous redis ce que je vous ai dit. Le président s'exprimera évidemment devant les Français. Bonjour Monsieur le Ministre. Vous avez lié récemment dans une interview aux Échos, il me semble, la réforme des retraites à l'évolution de l'épidémie. Vous avez depuis plusieurs jours un discours un peu plus dramatique que l'été dernier en tout cas et que les jours précédents. Mon confrère en parlait, le président doit s'exprimer dans les prochains jours. Est-ce que la situation qui s'aggrave pourrait être de nature à modifier les réformes qui pourraient être annoncées? Est-ce que cela pourrait avoir des conséquences sur une réforme des retraites, ce climat sanitaire incertain et assez anxiogène? Ça fait près d'1 an et demi que l'épidémie circule dans notre pays et on a évidemment toujours tenu compte de la situation épidémique dans les choix qu'on a été amenés à faire. Ça ne nous a pas empêché de continuer à réformer pendant la crise sanitaire. Je citais des exemples, le projet de loi climat et résilience issu de la Convention citoyenne. On peut citer aussi le projet de loi de lutte contre le séparatisme dans notre pays. On peut citer la réforme de la haute fonction publique. On a continué à réformer. Heureusement, ça a aussi permis qu'on déploie un plan de relance massif et historique dans notre pays. Mais évidemment qu'on tient compte de cette réalité. Vous savez, il faut de l'ambition et du pragmatisme et du réalisme. Et c'est évidemment ce qui nous anime dans les réflexions qu'on a, dans les décisions qu'on a à prendre au quotidien, avec une boussole évidemment qui est celle de protéger la santé des Français. Et dans ce contexte, vous pensez que le message serait acceptable par les Français de faire une réforme des retraites alors que l'épidémie repart? Vous savez, c'est compliqué pour moi de commenter les effets d'une déclaration, d'une annonce qui n'a pas été faite. Ce que je vous dis, c'est qu'évidemment, on tient compte de l'ensemble des facteurs dans les choix que nous faisons. C'est notre responsabilité d'exécutif dans une période de crise historique. Et évidemment, c'est ça qui nous a mis, avec évidemment aussi le mandat qui nous a été donné par les Français de transformer notre pays et de porter un certain nombre de réformes. Lors du Conseil sanitaire de lundi prochain, le Conseil de défense sanitaire de lundi prochain, quels genres de mesures vont être examinées? On pense forcément au fait que, par exemple, les boîtes de nuit vont rouvrir vendredi, me semble-t-il, ce qui semble assez contre-intuitif avec la situation sanitaire que vous décrivez. Est-ce que vous pourriez décider de revenir très vite sur un certain nombre d'ouvertures ou de levées de contraintes?
Donc vous l'avez indiqué, il y a les derniers établissements qui étaient toujours fermés, les discothèques qui doivent rouvrir ce vendredi. Moi, je veux insister sur le fait qu'elles rouvrent avec un outil qui est le pass sanitaire, qui permet d'attester qu'une personne est vaccinée ou alors qu'elle n'est pas porteuse de l'épidémie via un test négatif qui a été réalisé. Je veux insister sur le fait qu'il y a un protocole sanitaire extrêmement rigoureux qui a été mis en place. D'ailleurs, je crois, c'est des déclarations qui viennent du secteur lui-même, que près de 70% des discothèques ne rouvriront pas parce que les contraintes que nous avons demandées, et elles sont bien légitimes et bien attendues, sont très lourdes dans leur organisation et dans leur mise en œuvre. Donc voilà, il y a un cadre extrêmement protecteur et structurant. Ce que je veux dire aussi, et le Président a eu l'occasion de le redire ce matin, c'est qu'il y aura de nombreux contrôles. Il y aura de nombreux contrôles pour vérifier que le pass sanitaire est bien utilisé à l'occasion des entrées. Il y aura de nombreux contrôles sur le protocole sanitaire et sur les jauges. Et si on devait constater qu'un établissement ne respecte pas le cadre qui a été posé et qui a été fixé, évidemment que nous prendrons des décisions administratives de fermeture si nous constatons que les règles qui ont été fixées ne sont pas respectées. Donc lundi, quelles sont les mesures qui seront examinées ? Encore une fois, je ne vais pas faire les annonces avant les annonces et surtout, comme je vous l'ai indiqué, ou les scénarios en tout cas, il y a qui seront un certain examinés. nombre de travaux qui vont être menés dans les jours qui viennent par les différents ministres, par les différents ministères en lien avec les autorités sanitaires. Mais évidemment, ce qui nous guide depuis le début de cette épidémie, c'est comment faire respecter les règles à nos frontières et éventuellement adapter un certain nombre de règles à nos frontières. Quelles sont les mesures à prendre sur le territoire national et ou au niveau local dès lors qu'on constate une reprise de l'épidémie, comment continuer à accélérer la vaccination dans notre pays. Voilà le cadre de nos travaux, qui n'a rien de très nouveau, mais qui évidemment a une importance toute particulière dans ce contexte où on observe les prémices d'une reprise de l'épidémie. Donc ça veut dire que dans les régions que vous citiez, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Île-de-France notamment, des mesures territorialisées pourraient être prises dès lundi. Là-dessus, je ne dis absolument, non, je n'annonce absolument pas d'annonce à venir sur des territoires en particulier. Vous savez qu'il y a aujourd'hui un cadre juridique qui existe, qui est celui de la loi de sortie de l'état d'urgence sanitaire, qui permet, il n'y a là rien de nouveau, de prendre des mesures au niveau territorial, qu'il a pu arriver qu'on prenne des mesures au niveau territorial, notamment dans un département qui est celui des Landes, où un certain nombre de jauges qui devaient s'arrêter, comme sur le territoire national, avaient été repoussées. Mais je ne vous fais pas ici d'annonces nouvelles sur des territoires qui pourraient être visés par des nouvelles décisions. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Point presse de Gabriel Attal qui souligne quand même les prémices d'une reprise épidémique. Qui veut croire que nous avons toujours un temps d'avance face à cette épidémie, même si, à l'exception, Arlette Chabot, de contrôles renforcés autour du pass sanitaire déjà actuel, il a cité notamment les compagnies aériennes, rien encore à ce stade de décider. Rendez-vous lundi. Exactement, il y aura un nouveau conseil sanitaire lundi et on comprend bien que d'ici là, le gouvernement réfléchit. Il ne veut pas perdre son temps d'avance, enfin, il affirme toujours qu'il a un temps d'avance, donc il peut en avoir un retard, mais en tout cas, pour l'instant, il dit qu'il a de l'avance, il faut en profiter, continuer à inciter les Français à se vacciner. Quant aux décisions de contrainte éventuelles, eh bien, on a bien compris que pas avant d'avoir décidé, terminer plutôt la concertation avec à la fois les syndicats de soignants, avec les parlementaires. Il faut qu'il y ait, en tout cas, on comprend bien que l'essentiel, il est là, c'est que le gouvernement voudrait vraiment qu'il y ait un consensus politique. Or, pour l'instant, on sait que les réserves vont du côté de la France insoumise, vont du côté aussi du Rassemblement national. Donc, il faut en tout cas qu'il y ait, avec la droite, avec la majorité, le centre et les socialistes, une très large majorité pour adopter ces mesures qui seront imposées aux soignants. Et donc, effectivement, c'est rendez-vous lundi. Et lundi, d'ailleurs, pourrait être le jour choisi par le président de la République pour s'exprimer largement, annoncer ces mesures et puis ensuite dire quel est son calendrier compte tenu de la progression de l'épidémie. Évidemment, on retombe sur les retraites et son agenda. Puisqu'il s'exprimera, le président de la République, d'ici au 14 juillet. Il le répète, Gabriel Attal. Vous a répété Gabriel Attal. Ça pourrait être lundi soir. En tout cas, il ne reste plus grand-chose. Voilà. D'ici au 14 juillet, il ne reste pas beaucoup de jours. On a eu une révélation quand même, je pense, sur quelle est la stratégie du gouvernement. Toujours chercher à faire mieux. C'est ce qu'a dit... ce qui est un bel objectif dans la vie en général. Ce qui est un objectif formidable et qui est très rassurant, je dois dire. Oui, très bien. On a compris le message, chère Julie. Le docteur Ichou, que dit-il ? Quoi qu'on décide, même lundi, si on va vers l'hypothèse de, par exemple, imposer le vaccin aux soignants, est-ce qu'il est trop tard ?
Non, sur le Delta. Il faudrait déjà ne pas dramatiser les choses parce qu'on a l'impression toujours de jouer au yo-yo. C'est-à-dire qu'on a une bonne nouvelle, ça y est, c'est la fête, on arrête tout. Et puis on commence à avoir les prémices d'un variant et c'est pas catastrophique. On a encore une fois les moyens. Les gens qui sont vaccinés peuvent être contaminés, mais font des formes moins graves. Et d'ailleurs, il y a un paradoxe, c'est qu'il y a une étude en Israël où on dit que la plupart des gens qui sont hospitalisés ont été vaccinés. Mais naturellement, puisqu'il y a 90% des gens qui sont vaccinés ou 80%, forcément qu'on va avoir que des gens qui ont été vaccinés. C'est un biais statistique. Surtout, docteur, il y a moins de morts. Mais bien entendu, Voilà, les formes sont moins graves, Les etc. formes sont moins graves. Alors pourquoi il vous dit ça peut gâcher l'été, Alors, Gabriel pourquoi Attal il vous dit, je me pose la question, si on fait passer globalement les messages, vous savez, moi je vois le public, puisque je suis confronté à voir des patients tous les jours. Si on fait une musique qui est une musique rassurante, les gens lâchent. Si on fait une musique qui est une musique dramatique, ils se reprennent. Donc, je pense aussi qu'il y a une arrière-pensée, c'est qu'on dramatise un peu pour mobiliser pour la vaccination. Une sorte de peur du gendarme, quoi. De peur en tout cas, pas du du peur virus. du gendarme, On fait mais peur, La quoi. vaccination, allez se faire vacciner. Allez se faire vacciner. Parce que sinon, vous risquez... La pédagogie ne fait pas grand-chose. Alors, il faudrait faire des émissions très didactiques, mais c'est pas la pédagogie qui fait, c'est l'émotion. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et une part de dramatisation. Et une part Arrête, de Chabot. dramatisation. Oui, parce que vous avez remarqué à 2 reprises au moins, Gabriel Attal a rappelé les mesures qui ont été prises dans d'autres pays très proches du nôtre, comme le Portugal, comme évidemment l'Espagne, où on referme port du masque obligatoire, fermeture de